Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la partie réglementaire sur les nolos. Donc, c'est pas une partie, c'est une partie qui est un peu austère, quoi. Mais bon, dans le vin, on est obligé d'y passer par là. On n'a pas le choix et il faut faire avec, quoi. Donc, déjà, dans les nolos, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a la première catégorie. Il n'y a pas un point. Il y a la première catégorie qu'on appelle la correction de la teneur en alcool. Donc ça, c'est la première catégorie qui permet de désalcooliser de moins 20% le degré alcoolique du vin sans autre demande particulière. C'est autorisé pour tous les vins, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a la partie des vins partiellement désalcoolisés qui se situe entre 8,5, 9 et 0,5 degrés. Donc, et dans cette catégorie des vins partiellement désalcoolisés, l'INAO, au printemps dernier, en avril, je crois, a défini une zone de travail pour les IGP, où on pourra faire des IGP avec une désalcoolisation pouvant aller jusqu'à 6 degrés. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Et ensuite, on a la partie des vins totalement désalcoolisés, qui est inférieure à 0,5 degrés. Après, là, je vous ai mis un point à 1,2 degré, c'est-à-dire qu'à partir en dessous de 1,2 degré, on n'a plus de droit d'assise sur les vins, donc ça peut être intéressant au niveau fiscal. Ensuite, les techniques de désalcoolisation sont toutes définies par la réglementation OIV européenne. Donc, seules ces trois techniques-là sont autorisées, donc l'évaporation sous vide partiel, les techniques membranaires et la distillation. Ce n'est pas précisé sous vide, mais la distillation est toujours faite sous vide pour des questions qualitatives essentiellement et économiques. Ensuite, au niveau des pratiques œnologiques qui sont inhérentes aux vins désalcoolisés, alors je vais parler de vins désalcoolisés, mais ça comprend les corrections de la teneur en alcool, les vins partiellement désalcoolisés, les vins désalcoolisés. Ça permet de... C'est plus facile à parler comme ça. Donc, toutes les techniques actuellement autorisées sur les vins peuvent être appliquées à la fois sur le vin de base et sur les vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés. Et quand on a l'utilisation de différents produits, en fait, la dose maximale autorisée, c'est la somme des deux, c'est-à-dire ce qui a été fait sur le vin de base et ce qui a été fait sur le vin désalcoolisé ou partiellement désalcoolisé. Après, il faut savoir qu'au niveau de la réglementation OIV, qui est la réglementation de vin base, qui ensuite est reprise par l'Europe, bon, là, pour une fois, l'Europe était plus vite que l'OIV. Donc, l'Europe a déjà autorisé un certain nombre de points. Donc, pour l'édulcoration des vins désalcoolisés, où on peut ajouter du mou de raisin, du mou concentré. Actuellement en discussion au niveau d'OIV, il y a l'utilisation du saccharose et du sucre de raisin solide. C'est un produit qui a été mis au point en Italie, qui commence à sortir. Après l'ajout de glycérol, là c'est en grosse discussion au niveau de l'OIV parce qu'actuellement, au niveau des vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, le glycérol est interdit. C'est autorisé uniquement sur les boissons à base de vin, mais là c'est une autre catégorie. Et ça fait partie de l'agroalimentaire et non de l'univers du vin. Donc, c'est autre chose. Après, il faut voir qu'au niveau des linéaires, c'est difficile de faire la distinction entre une boisson à base de vin et un vin désalcoolisé. Il faut vraiment lire en dessous et prendre des lunettes quand il faut. Parce que c'est compliqué, parce qu'au niveau de l'étiquette et tout est similaire. Après, une chose qui est importante, c'est que la récupération des arômes initialement contenus dans le vin peut être réintroduite dans le vin désalcoolisé pour éviter les pertes au maximum, les pertes aromatiques. Ça c'est un point qui est important. Et aussi,
la réincorporation de l'eau qui est aussi contenue dans le vin. Par exemple, quand on fait par distillation, ben, il y a une partie d'alcool et la partie eau, on peut la réintroduire. C'est surtout important quand des fois on utilise certaines techniques membranaires couplées avec des colonnes à distiller et l'utilisation de CO2. Après, au niveau des AOP et des IGP, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire? Donc, au niveau des vins désalcoolisés, c'est-à-dire inférieurs à 0,5 degrés, c'est interdit sur tout ce qui est IGP, AOP. Seuls les vins sans IG, les vins de France, sont autorisés à produire des vins totalement désalcoolisés. Ensuite, sur les vins partiellement désalcoolisés, c'est autorisé. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'INAO a autorisé de faire des vins partiellement désalcoolisés sur les IGP en descendant au maximum jusqu'à 6 degrés d'alcool. Donc, en dessous, on n'a pas le droit. Sauf qu'il faut savoir qu'actuellement, il n'y a aucun IGP qui a inscrit cette pratique dans son cahier des charges. Donc, actuellement, tant que ce n'est pas inscrit dans le cahier des charges, c'est strictement interdit. Alors, il y a quelques IGP qui sont en cours de demande, mais pour le moment, il n'y a rien qui n'a encore été validé. Tant que ce n'est pas inscrit dans le cahier des charges, c'est strictement interdit. Alors, il y a quelques IGP qui sont en cours de demande, mais pour le moment, il n'y a rien qui n'a encore été validé. Et en ce qui concerne les AOP, ben, l'INAO pour le moment n'a pas statué, n'a pas l'air d'être très motivé pour statuer rapidement, quoi. Donc pour le moment, sur les AOP, c'est pas autorisé, donc c'est interdit. Et ensuite, ce que je vous disais, le premier point tout à l'heure, la correction de la teneur en alcool, donc des moins 20%, la baisse du degré alcoolique de moins 20% par rapport au degré initial, c'est autorisé pour tout type de vin, que ce soit AOP, IGP, vin de France, voilà. Et ça ne pose pas de problème particulier pour le faire. Autre point très important, les assemblages. Et là, c'est un gros point de discussion. Donc, il y a eu quelques avancées au niveau de la DGCCRF depuis le printemps, parce qu'au printemps, c'était pas encore comme ça. Donc maintenant, sur ce qui était intéressant, c'est les assemblages entre des vins qui sont totalement désalcoolisés et des vins qui ne sont pas désalcoolisés. Parce que pour minimiser les pertes aromatiques, et quand on veut faire notamment un vin partiellement désalcoolisé, c'est beaucoup plus intéressant de désalcooliser fortement, à inférieur à 0,5, une petite partie, et à faire un assemblage avec un vin non désalcoolisé. Donc là, la DGCCRF a statué sur les vins sans IG, les vins de France, que l'on pouvait faire tout type d'assemblage entre 0,5 et ce que l'on veut, quoi. On peut faire tout type d'assemblage pour avoir le degré final voulu. Ça, c'était statué. Par contre, il y a encore un petit point qui n'est pas encore réglé, c'est au niveau de l'étiquetage de ces vins. Comment on va les étiqueter? Parce que des fois, il y a des mentions particulières marquées que c'est un mélange de vin totalement désalcoolisé et partiellement désalcoolisé. Donc là, pour le moment, ce point-là n'est pas encore réglé. Donc, aussi pour les IGP, donc actuellement, on n'a pas le droit de faire ça. Mais c'est en cours de réflexion et cette réglementation pourrait évoluer dans le futur pour se calquer sur celle des vins de France, mais toujours pareil, vu que sur les IGP, on a un degré minimal de 6, ça pourrait être qu'un assemblage entre 6 degrés et un vin non désalcoolisé. Parce que si on descend en dessous de 6 degrés, on n'est plus dans la catégorie IGP. Donc, on ne peut pas mélanger un produit qui n'a pas d'existence légale à un produit qui a une existence légale, quoi. Et après, bien entendu, vu que un assemblage de 2 vins partiellement désalcoolisés, c'est totalement autorisé. Il faut savoir qu'au départ, ils ne voulaient pas en entendre parler, et il n'y avait que ce côté-là qui était autorisé, hein. Donc, en l'espace d'un an, au niveau de la réflexion, au niveau de l'administration, ça a évolué. Et ça évolue encore régulièrement.
Autre point important, c'est l'étiquetage des vins. Donc, on a toujours une obligation d'étiquetage du degré alcoolique. Par contre, ce qui est important, c'est que si l'on veut indiquer sur l'étiquette 0 degré ou 0,0 ou sans alcool, on est obligé d'avoir un vin qui soit désalcoolisé à un degré inférieur ou égal à 0,1 degré. Donc ça veut dire un traitement encore supplémentaire pour descendre en delà des 0,5. Et pourquoi ils ont mis 0,1 degré c'est pas par hasard. C'est la limite de quantification au niveau de la mesure du degré alcoolique. Voilà, c'est pour ça. Et après, si par exemple on a un vin qui fait 0,7, on ne peut pas le mettre en vin partiellement désalcoolisé, parce que 0,7, on pourrait se dire, ça peut être un vin partiellement désalcoolisé vu qu'il est supérieur à 0,5. Non, là, dans ces cas-là, il ne peut être étiqueté que 1% volume. Le 0,5 s'applique uniquement aux vins qui sont totalement désalcoolisés. Après, bon, on a une obligation d'indiquer une durabilité minimum sur l'étiquette. Ça, c'est obligatoire parce qu'il faut savoir que sur ce type de produit, on a quand même pas mal de problèmes microbiologiques et on risque de retomber dans des problèmes microbiologiques vu qu'il n'y a plus d'alcool, donc qui est un antiseptique, qui peuvent être avec des micro-organismes qu'on peut retrouver dans l'agroalimentaire. Ce n'est pas encore arrivé, mais c'est un risque potentiel. Après, en vin bio, actuellement, la désalcoolisation en vin bio n'est pas autorisée, mais il y a des réflexions au niveau européen pour faire évoluer cette réglementation et pour pouvoir faire des vins bio totalement désalcoolisés, pas des partiellement, uniquement des vins bio totalement désalcoolisés. Donc, on attend une réponse courant de l'année, quand je ne peux pas vous dire, mais ça devrait arriver prochainement. Après, quand on fait de la désalcoolisation, évidemment, on a du vin où il y a moins d'alcool, mais on récupère de l'alcool. Et d'un point de vue économique, il peut être intéressant de valoriser cet alcool. Et pour valoriser cet alcool, il faut savoir quelle dénomination peut avoir l'alcool pour pouvoir le vendre ou l'utiliser de la meilleure façon possible. Donc, il y a deux cas qui se produisent. Soit l'alcool qui est obtenu par évaporation sous vide ou distillation, parce qu'au niveau de la répression des fraudes, l'évaporation sous vide est assimilable à une distillation sous vide ou pas. Et il y a les techniques membranaires. Donc, en gros, tout ce qui est fait par distillation ou évaporation sous vide partielle, l'alcool obtenu peut être valorisé soit sous forme de distillat de vin, donc pour élaborer des brandis, des liqueurs, des cocktails. Mais attention, on ne peut pas élaborer de gin ou de vodka à partir de ce type de produit. Parce que pour pouvoir élaborer un gin ou de vodka, ce produit doit être redistillé, parce que dans la réglementation européenne, il faut que ça soit un distillat d'origine agricole qui soit à un degré minimum de 96% d'alcool. Donc si on le redistille, oui, on pourra le vendre pour faire des gins et de vodka, mais de façon classique, on ne pourra pas. Après, ce qu'il faut savoir, après on peut aussi le vendre sous forme d'eau de vie de vin. Après, tout ce qui est issu de techniques membranaires, ça ne peut pas être vendu sous forme d'alcool de bouche, mais uniquement sous forme d'alcool industriel ou à usage pharmaceutique. Bon, j'ai 2 diapos. Donc au niveau de la réglementation douanière, parce que pour pouvoir faire de la désalcoolisation, vu qu'on utilise de l'évaporation sous vide et de la distillation dans de nombreux cas, eh bien on ne peut pas le faire comme ça. Donc pour acheter déjà la technique est soumise à déclaration, comme un certain nombre de techniques œnologiques. J'ai pas sauté une diapo. Si, pardon. Ouais. Il faut déjà, si on veut acheter un équipement, on ne peut pas acheter un équipement de distillation comme ça. Il faut faire une demande auprès des douanes pour pouvoir avoir le droit d'acheter cet équipement.
Cet équipement doit être poinçonné une fois qu'il est installé et ensuite eh ben, le lieu où se trouve l'équipement, etc., doit être agréé et défini au niveau douanière, quoi. Et aussi, point important, euh, pour pouvoir faire de la désalcoolisation avec ce type d'équipement, il faut avoir un statut de distillateur ou de distillateur ambulant si c'est un appareil mobile. Ça, c'est un point important. Après, une chose qui est importante, bon, ce que je vous ai dit là, c'est soumis à déclaration préalable. Après, là, je tenais à attirer votre attention sur ce point-là parce que c'est quand même important. Actuellement, on voit des gens qui passent dans les caves et qui vendent des appareils qu'ils appellent des concentrateurs. Donc, pour faire des mous concentrés, etc. Mais qui disent qu'on peut s'en servir en tant qu'appareil pour faire de la désalcoolisation sous vide. Et oui, ça marche pour faire de la désalcoolisation sous vide, il n'y a aucun problème. Sauf que c'est considéré par l'administration des douanes comme un appareil à distiller sous vide, donc soumis à réglementation. Donc ça veut dire que si vous en achetez un que vous vous faites prendre, ça vous risque péril. Hein. Et ils rigolent pas bien, ces gens-là. Donc voilà, mais il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de sociétés qui passent et qui vendent ça sous forme de concentrateur. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc voilà. Et après, il y a quand même tout un tas de choses pour la gestion de l'alcool qui est compliquée. C'est qu'est-ce qu'on fait de cet alcool? On n'a pas le droit de le détenir comme ça. Il faut avoir des autorisations et notamment des cautions sur les volumes d'alcool que l'on détient. Donc le plus simple pour le producteur, c'est de pouvoir vendre très rapidement, le plus rapidement possible l'alcool qu'il a produit à une distillerie. Et après, il y a tout ce qui est inhérent au stockage de l'alcool avec des cuvées palées, de la réglementation ATEX contre les risques d'explosion. Après, au niveau des techniques membranaires, l'appareil n'étant pas considéré comme un appareil à distiller, donc il n'y a pas besoin d'avoir de demande particulière. La seule demande particulière que l'on a, c'est la déclaration préalable 3 jours avant la mise en œuvre de la désalcoolisation. Notre point, c'est le stade de la désalcoolisation, parce que la réglementation initiale autorise la désalcoolisation uniquement sur 20. Mais il y a des techniques de désalcoolisation qui arrivent actuellement où on peut désalcoolisation en cours de fermentation alcoolique pour pouvoir, après la désalcoolisation, pour pouvoir régénérer des arômes et limiter les pertes aromatiques. Donc, après avoir interrogé la répression des fraudes, il a été convenu que pour pouvoir faire ça en cours de fermentation, il faut aller que le degré acquis est atteint 8,5-9 et en fonction de la zone viticole, et que la fermentation ait atteint les 3/5 du degré alcoolique total. Et dans ces cas-là, le produit est considéré comme vin, donc la technique est autorisée. Voilà. Et pour terminer, juste si vous avez besoin de plus d'informations sur la réglementation liée à la désalcoolisation, il y a la DGCCRF qui a sorti une page internet début novembre sur tout un tas de questions liées à la réglementation applicable à la désalcoolisation des vins. Voilà. Je vous remercie.